J'ai quitté l'école sans le bac. Je dirais même plus, j'ai quitté le collège sans le brevet des collèges et j'ai repris mes études à l'âge de 25 ans. Je pense que l'un des jobs les plus pénibles que j'ai eu à faire, c'était nettoyeur de cuve chez Peugeot. Du matin, on démarre à 4 heures jusqu'à 13 heures. Alors j'ai eu un premier petit prêt, voilà. C'est ce que j'appelle moi le hack bancaire, hein. J'ai convaincu sans garantie, voilà, sans réel capital, juste avec ma foi et ma détermination. Et puis, ça a fonctionné, voilà. L'argent, ça va, ça vient, mais rien n'est plus important que la famille. Vous l'aurez reconnu, Dominique Toretto, aka Vin Diesel dans Fast and Furious. Et oui, la famille, c'est indispensable. Et on attaque avec un invité que j'aurais dû recevoir il y a bien longtemps, en la personne de Mickaël, qui n'est nul autre que mon beau-frère, la famille, plus de 25 ans qu'on se connaît. On a passé, c'est sûrement l'invité avec lequel j'ai passé le plus de temps dans la vraie vie. Et il a un parcours incroyable. Il a raté le brevet pour ensuite avoir 2 masters, notamment de Sciences Po, et être à présent multi-entrepreneur dans le domaine de la formation physique, la formation dans des locaux avec des salles de classe, des intervenants et 2 sites notamment écartés de 10 000 kilomètres. Donc il va nous raconter comment il a monté ça, comment il a repris ses études à 25 ans, toutes ses réussites et comment il gère justement ces 2 sites écartés de 12 heures d'avion. C'est vraiment le start from scratch, le départ de nulle part. Mickaël, ça en est un parfait exemple et une réussite exemplaire. Donc, je suis super fier de lui et je pense qu'il est aussi fier de lui-même. Voilà, on va pas s'étendre très longtemps sur cette intro. Déjà, vu que c'est mon beau-frère, voilà, priorité à la famille. Et aussi, je vais partir en Pologne pour quelques jours et ça va être sûrement un séjour bien chargé et j'aurai pas le temps de de m'occuper du montage de tout ça de l'épisode en rentrant, donc je prends un tout petit peu d'avance. Ce que je peux vous dire, si vous voulez acheter des biens sous le prix du marché, il y a toujours ma formation négocier pour faire des gros billets dans laquelle je vous explique exemple à l'appui, groupe WhatsApp à l'appui, vous pouvez m'appeler à l'appui également. Tout ça sur mon site grosbillets.com/négo. Vous avez le lien dans la description. Vraiment, acheter sous le prix du marché, c'est une sécurité dans plein de domaines. Vous pouvez revendre en cas de stress. Vous pouvez faire des plus-values qui peuvent vous changer la vie. Vous pouvez avoir des cash flows ou au moins des biens qui s'autofinancent. Et aussi, vous entourer d'une équipe que vous allez pouvoir payer grâce à ces cash flows. Et mon équipe, elle m'a bien sauvé la mise récemment parce que je l'ai envoyé dans un email. J'ai eu un coup de fil de la police et pas pour les activités qu'on peut penser habituelles dans les Airbnb. Mais en tout cas, mon équipe a super bien géré. Merci à eux. Voilà, on attaque avec Mickaël dans cet épisode. Voilà, ça fait un petit quelque chose quand même de recevoir la famille. Allez, on se retrouve de l'autre côté avec lui. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Il était plus que temps que je reçois cet invité. C'est la famille. C'est la première fois que la famille vient sur le podcast. Et en l'occurrence, Mickaël, mon beau-frère, il a un parcours incroyable. Et plus j'attends, au moins, vous l'avez eu tard, mais au moins il a fait encore plus de choses. Écoute, Mickaël, je te laisse te présenter. Et puis, tu le sais, je demande toujours un job ingrat. Je sais très bien que tu en as fait beaucoup. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le job ingrat que tu as pu faire? Ouais, pas de souci. Alors, salut Thibaut, déjà, merci de m'accueillir. Alors, là, tu commences fort, tu me poses une question sur un job ingrat, il y en a eu tellement. Je pense que l'un des jobs les plus pénibles que j'ai eu à faire, c'était nettoyeur de cuve chez Peugeot. Ça, c'est clair. Ah, Ok, c'était à l'usine. Ambiance bruyante, fatigante, voilà, vraiment très fatigué à nettoyer des cuves du matin. On démarre à 4 heures jusqu'à 13 heures. ok. C'est très Ouais. ingrat. Voilà. T'as une idée de combien de jobs t'as? Parce qu'on va voir, t'as un parcours assez sinueux jusqu'à en arriver là où t'es maintenant. T'as une idée de combien de jobs t'as pu faire? Au moins 30, non? Non, je dirais une bonne dizaine, ouais, une bonne Ouais, dizaine en comptant les jobs intérim. ouais, Les jobs intérim, les différents CDD. J'ai été aussi dans la fonction publique territoriale, mais en tant que contractuel. Dans la fonction publique d'État aussi, en tant que ok. contractuel. Yes. Ok, trop bien. Écoute, nous on se connaît depuis longtemps, hein, depuis
Depuis 1998, hein, donc ça commence à dater. Ouais. Bah, écoute, si tu veux, on peut dire rapidement, ce que tu fais. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es là? Et puis après, on reviendra sur ton parcours parce qu'il y a plein de choses, intéressantes à tirer sur, voilà, les peu importe quand on a arrêté les études, on peut les reprendre et puis jusqu'où on peut aller donc yes. Ouais. Mais effectivement, donc là, tu prêches à convaincu, hein. Donc, voilà, donc pour reprendre, j'ai 43 ans. J'ai grandi dans un quartier, réputé populaire, hein, voilà. Et j'ai quitté l'école, sans le bac. Je dirais même plus, j'ai quitté le collège sans le brevet des collèges et j'ai repris mes études, à l'âge de 25 ans. Voilà. Aujourd'hui, je dirige plusieurs centres de formation entre l'Alsace et l'île de la Réunion, ça tu le sais. Et ce que je fais, c'est de créer des écoles, pour des jeunes, des moins jeunes, des personnes qui sont en reconversion professionnelle, des post-bac. Voilà, des personnes qui ont envie de se former et je fais ça avec beaucoup de sens, d'envie, voilà, et un peu de rauche aussi, mais ça, je pense qu'on en discutera tout à l'heure. Yes. OK. Écoute, tu peux nous raconter peut-être, on va passer vite sur le parcours. Donc, tu arrêté, tu arrêté à vers quoi? Vers 16 ans? Tu de les études et après Mmh. intérim et ensuite, C'est ça. comment ça s'est passé? Genre, comment tu t'es dit: «Je vais reprendre»? Est-ce que, tu voyais un peu les gens avancer? Tu voyais que tu avais que des boulots genre, bosser, chez Peugeot, qui est bien connu, hein, chez nous en Alsace Mmh. comme employeur, enfin surtout qui était, C'est ç parce qu'à l'époque, il y avait peut-être, 20 000 ouvriers, maintenant il y en a un peu moins. Yes. Dans quel contexte tu t'es dit: «Bon, bah, je vais reprendre les études»? Ouais. Bah, en fait, mon parcours, on va dire, il commence loin de là. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi, j'avais pas de diplôme, pas de bac. À l'école, j'étais pas forcément mauvais, j'étais pas très scolaire, mais surtout, faut l'avouer, j'étais quand même assez conditionné pour, penser que les grandes études, c'était pas pour moi. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, donc à 25 ans, je reprends mes études. J'ai eu un électrochoc. Voilà, je voulais changer de vie. Je te l'ai dit en introduction, j'ai fait beaucoup de job ingrats, voilà. Et ce qui a été, plutôt salvateur, ça a été ma reprise d'études par un diplôme d'accès aux études universitaires, un DAU que j'ai fait en Alsace, qui est un équivalent, du bac. En fait, pour faire simple, j'allais en cours le soir après le boulot, fatigue, pression, remise en question permanente, mais j'ai tenu bon. Voilà. Yes. OK, super. Ouais, parce que moi, je me rappelle un truc qui m'avait bien marqué. Tu nous avais en fait, tu as dit: «Tu viens d'un quartier difficile» et tu viens Ouais. d'un quartier difficile dans une ville qui est plutôt riche et en fait, tu m'avais raconté une fois que genre en quatrième, e ils vous avez mis tous ceux du quartier dans la même classe, quoi et Ouais, que on voit un peu comment les reproductions sociales, elles ont tendance à c'est justement clair. à se reproduire et toi, bah, tu es content, tu es avec tes potes, que tu vois dans la rue mais bon, en général, c'est pas comme ça que tu fais un peu grandir, les gens et je pense qu'il y a pas mal de problèmes en France qui pourraient être réglés, si on mixait un peu plus. Ouais, Yes, effectivement, quand j'étais au collège, notamment en 4e, donc ça remonte à quelques années là, c'est vrai qu'en y repensant, enfin, c'est assez frappant parce qu'on nous avait tous mis dans la même classe. Pourtant, on venait d'un quartier assez compliqué et ce qui explique que, tous les jours, on avait l'impression, d'être plus dans une colonie de vacances, qu'à l'école. Pour le coup, j'étais pas mécontent, moi, de retrouver mes potes, et d'aller au collège. Mais en réalité, le taux d'échec, dans ma classe, il a été très marquant, quoi. Je pense que plus de la moitié de ma classe, n'était pas allé au bout, hein. yes. Ouais. OK, trop bien et toi, voilà, là, tu pu, justement rebondir. Du coup, à 25 ans, tu fais quoi? Tu travailles à ce moment-là? Parce que, bah, forcément, on a des Ouais. dépenses. Comment tu fais pour financer, ta vie d'adulte, à la fois adulte et qui reprend ses études? Donc tu as dit pour le DAUE, Ouais. donc DAUE, c'est niveau bac, mais ensuite, toi, tu Mmh. as au moins un bac +5, hein et même Ouais. 2 un master, 2 masters? 2 masters, ouais, effectivement. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, Mmh. j'ai fait 2 masters, en fait, après le DAU, donc je m'étais dit que rien n'était impossible et j'ai entrepris un BTS, sur une année grâce à
à une formule qu'ils appellent formule région, qui était financée par le conseil régional. J'ai ensuite enchaîné sur une licence et je me souviens d'une après-midi où j'étais avec mon épouse, hein, voilà, Voilà. devant la télé, on regarde un reportage sur Sciences Po et je me souviens que cet après-midi-là, je me dis: «Bah, pourquoi pas moi?» Voilà et j'ai tenté, alors c'était pas le concours d'entrée, mais c'était, plus un examen d'entrée, c'est différent que le concours, hein. Oui. Examen d'entrée, j'ai été reçu, par une passerelle, je suis rentré directement en master. En droit public, je n'avais jamais fait de droit, mais j'ai dû travailler les dimanches et ça a été très, 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 très compliqué. Je travaillais vraiment tout le temps. J'ai dû acquérir des bases en accéléré. J'ai eu, mon diplôme, en droit public avec mention bien, voilà et la même Félicitations. année ouais, merci et la même année, j'ai aussi eu en Alsace, le master en management de projet. Pareil avec, mais là, c'était mention très bien et en parlant des mentions, alors petit retour en arrière, j'ai aussi découvert que les mentions passables existent. C'est ce que j'avais eu pour le DAU. Ça a OK. été Je pense que le DAU, ça a été le diplôme pour moi le plus difficile à obtenir. Mmh. Bah, Voilà, après, tu étais plus dans le rythme, c'est pas voilà. forcément, moi, c'était un peu pareil au lycée, j'avais quand même, du mal, parce qu'en fait, je m'y intéressais pas et puis après pendant les études supérieures, c'est super bien passé parce qu'en général, c'est des Mmh. matières, qu'on a choisies. OK, bah, super déjà et du coup, tu étais en alternance, hein, de souvenir BTS, licence Ouais, et ouais, master licence. aussi? Ouais, 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 licence, j'étais en alternance, voilà, ça remonte à loin, j'étais, commercial dans une entreprise de couvertures à gris. C'est une expérience qui a beaucoup compté pour moi, notamment dans la suite de mon parcours parce que, j'étais chargé de développer le portefeuille client des collectivités locales. Ça a compté pour moi parce que ça m'a permis, de créer un réseau que je n'avais absolument pas et dans la suite de mon parcours professionnel, j'ai aussi pu, intégrer, ce domaine, hein, je l'ai dit tout à l'heure, les collectivités territoriales et puis, de travailler en lien avec certains élus aussi, ça a été une belle expérience. Yes et après ça t'a servi pour d'autres, missions? Parce que même après, tu étais à un moment, tu as travaillé pour une mairie? Ça, c'était pendant le master, hein, c'est ça, hein? Ouais, ouais. Pendant le ouais, ouais, non, c'était juste, après le master, j'ai travaillé dans une commune haut-rhinoise, dans le Haut-Rhin, en Alsace, Mmh. où j'ai travaillé dans 2 services, j'ai travaillé au service, du développement durable et ensuite, directement dans le cabinet, du maire. Yes. Voilà. OK, trop bien. Bon, on va arriver, on fait un petit fast forward. Ah, Ouais. peut-être, juste un moment, tu étais courtier en travaux aussi? Tu as été courtier en travaux et ça, c'était avant 2008, hein, juste de souvenir, hein, c'était à peu près, et Exactement. et donc ça, c'était, tu me diras, tu peux t'exprimer un peu plus, mais de souvenir, c'était un bon business jusqu'à, bah, la crise, Ouais. de 2008, non? Exactement, ouais, mais alors ça, c'était ma première expérience, entrepreneuriale. J'avais, pu bénéficier, du statut d'auto-entrepreneur. Alors, parce que c'était tout nouveau à l'époque, hein. Mmh. Où là, en fait, j'étais plus apporteur d'affaires, mais c'était un terme juridique que moi je connaissais pas. Voilà. OK. J'avais pour mission d'apporter, des clients à des entreprises, du BTP. En fait, j'étais leur commercial. Voilà, j'étais leur commercial et je me rémunérais à travers, par le système des commissions. Il y avait une vraie demande parce que les clients, demandaient, à avoir affaire à qu'à un seul interlocuteur. Voilà. Je pense que j'avais le contact assez facile. Déjà, j'avais ce côté aussi rassurant où, je prenais vraiment les choses à cœur, j'accompagnais les clients avec, les artisans et surtout les artisans, ben, j'en consultais plusieurs pour que le client puisse choisir. Alors c'est vrai que ça marchait bien, c'était plutôt lucratif, hein. Enfin, Mmh. surtout pour l'époque, pour moi, mais j'ai dû m'arrêter parce que la crise des subprimes, elle est passée par là en 2008. Mmh. Ouais, puis après, tu as été limité parce qu'au bout d'un moment, il y a des Mmh. architectes qui sont obligatoires et tout ça et donc toi, Ouais, c'était que des petits notamment, ouais, chantiers et ouais donc yes. et OK. j'étais dans la prestat de service limitant en termes de chiffre d'affaires à 32 000 € annuels aussi, hein, effectivement. Ah ouais. Yes. OK et bah, raconte-nous maintenant parce que là, les 32 000 €, on n'y est plus, hein. On est passé dans une autre dimension. L'école, donc tu as combien de structures en ce moment? Tu en as au moins 4, non? Oui, alors, aujourd'hui, j'ai créé un groupe, donc le groupe MS, hein, on pourra en parler aussi tout à l'heure si tu veux. Le groupe MS qui regroupe, plusieurs centres de formation.
Le plus ancien, c'est l'ESPA, qui n'est pas si vieux que ça en réalité, qui date de 2018, qui regroupe une bonne centaine d'étudiants, qui a la casquette de centre de formation pour apprentis, donc école plutôt généraliste, hein, force de vente, tourisme, profession immobilière, événementielle, etc. Et aussi la casquette d'organisme de formation qui dispense de la formation professionnelle au sein des entreprises, pour les chefs d'entreprise et pour les salariés aussi qui souhaitent monter en compétences sur différents items. Voilà, items, nous on se rapproche des formateurs qui sont spécialisés sur différents thèmes, à la demande des clients. Également un centre de formation qui est spécialisé sur de la vente automobile, voilà, qui marche plutôt bien, voilà, où on s'est associé avec le groupe Agence Automobilière, qui est aujourd'hui le leader national de l'import-export de véhicules d'occasion en France. Voilà, une belle société. Donc, je me suis associé avec le franchiseur qui a pour le coup fait son concept de franchise en franchise et qui a aujourd'hui une centaine d'agences. Une autre aussi école à La Réunion, une structure aussi uniquement de formation professionnelle qui s'appelle Alfred Formation, qui est aussi dans le Haut-Rhin. Et encore une autre structure spécialisée dans le management du sport. Yes. Et encore plein de projets. Bah, écoute, on va Voilà. voir, comment tu lances. En fait, je pense qu'un bon point, ça va être un peu, et un business qui est pas enfin, toi, tu as un business qui est quand même assez, alors qu'il était pas au départ, mais maintenant tu es un peu lié à l'État, en fait, à tout, bah, tous les financements. Donc comment, tu t'es lancé? Bah, je m'en souviens bien. Au début, tu avais pas le droit à ça et après, bah, qu'est-ce que ça a changé? Ouais, qu'est-ce que ça a été ta première stratégie en sachant que tu avais pas le droit aux subventions? Et maintenant, comment, bah, comment ça a pu changer? Et puis après, tu nous raconteras un peu comment ça se passe de d'avoir l'État pour client entre guillemets. Je sais que ça ça demande de la patience. Ouais. Alors, c'est sûr, hein, au début, quand je me lance, j'avais rien. Pas de subvention, pas de financement public, bien sûr, parce qu'il fallait montrer aussi patte blanche en passant certains audits pour respecter des processus qualité, notamment Calliope. Et il fallait convaincre une banque. Ouais, c'était chaud. Voilà, mais franchement, je le reconnais aujourd'hui. Moi, j'ai présenté mon projet avec beaucoup de passion, mais comme beaucoup d'entrepreneurs, hein, parce qu'on croit en Mmh. son projet. Alors j'ai eu un premier petit prêt, voilà. C'est ce que j'appelle moi le hack bancaire, hein. Alors, j'ai convaincu sans garantie, voilà, sans réel capital, juste avec ma foi et ma détermination. Et puis, ça a fonctionné, voilà. Après, j'ai connu pas mal d'obstacles, voilà. Certains acteurs du public, ouais, qui voyaient pas forcément d'un bon œil l'arrivée d'un nouveau centre indépendant. Mmh. Heu, voilà, il y a eu des pressions, des petits blocages, mais j'ai pas lâché, hein. Voilà, on a construit, on a développé, on a recruté et puis on est là aujourd'hui. Yes. Après, ce qui a été positif aussi, ça je tiens à le préciser, c'est que les médias locaux m'ont beaucoup aidé, hein. Il y a eu la presse régionale, voilà, il y a eu des journalistes, des journaux pardon, spécialisés qui ont relayé notre histoire. Il y a le bouche à oreille aussi qui a bien fonctionné. Là, que des bons trucs, sans Yes. recul. Ouais, bah, ça, en fait, on peut revenir en gros, on revient sur ton, tu étais, donc dans ton BTS Zinguerie, commercial là-dedans et en fait, de là, ton réseau, il a commencé à se créer et puis maintenant, bah, tu connais vraiment, tout le monde, sur la place, à la fois, politique, à la fois des entrepreneurs et tout et en gros, tu as eu un peu des effets cumulés quoi de ce réseau et je Mmh. pense que c'est comme ça que tu en profites, que tu en profites maintenant et c'est sûr que parfois on va enfin voilà, le parcours, c'était quoi? Il y a 15 ans du coup, hein, cette histoire de Zinguerie, donc ça a pris du Mmh. temps, mais maintenant, et ouais, juste pour la concurrence, je peux raconter, je pense, une anecdote, c'est qu'à un moment, tu avais des élèves qui allaient signer chez toi et il y a carrément on va dire ton concurrent à l'université qui a ouvert des places supplémentaires juste pour te les voler, quoi. C'était un peu ça l'histoire. Alors c'était pas vraiment ça, alors l'université évidemment n'est pas un concurrent, loin de là, hein. Ouais. L'université reste un mastodonte et d'ailleurs je suis aussi passé par la case université. Mais ouais, tu raison, parce qu'on a une filière les samedis matins, alors qui a rien à voir avec le volet, CFA école de commerce. C'est Mmh. une filière prépa Sciences Po, voilà, qu'on a ouvert aux lycéens et c'est vrai que, à cette époque-là, il l'avait assez mal pris
qu'on ouvre la prépa Sciences Po et quelqu'un, un maître de conférence avait commenté un de nos posts sur Facebook en disant que eux aussi ils avaient une licence en sciences politiques, sachant que nous c'était pas une licence qu'on proposait mais uniquement une prépa. C'est vrai que le commentaire était un peu déplacé, était là un peu pour nous faire un peu d'ombre. Voilà. Yes. Nous on était tout petits par rapport à eux, mais c'est Ouais. vrai que les principes concurrentiels existent aussi dans le monde de la formation, ils sont assez Ouais. rudes, hein. Yes. Ok. Et du coup, comment donc vraiment le business il a changé, je pense que tu peux confirmer, entre le moment où tu es passé du coup d'une école privée parce que t'avais quand tu te lances, tu peux pas avoir le Calliope tout de suite. Ça prend combien de temps du coup à avoir Non. ce Calliope? Ah, quand on est néophyte, quand on n'y connaît pas grand-chose au début, voilà, on a beau être passionné, venir du monde de la formation, de l'éducation nationale, on va dire construire un centre de formation. Juridiquement, au début, ça se construit comme une entreprise. Voilà, il y a une forme juridique. Mmh. Après, effectivement, il faut montrer pas de blanche, hein. Il y a un audit à passer, l'audit Calliope, euh, pour pouvoir ouvrir le droit à certains financements, ouvrir le droit aussi à l'intégration dans certaines plateformes telles que Parcoursup pour du post-bac, hein. Mmh. Euh, Après, il y a aussi des déclarations à faire auprès des services préfectoraux, donc notamment de l'adresse. Ça prend du temps. Il faut être très méthodique, mais c'est pas, on va dire, c'est pas les étapes les plus compliquées. Mmh. Ça l'est dans un sens où il faut être très organisé, mais en revanche, là où ça peut paraître très ardu aussi, c'est que on ne se rend pas compte au début, mais il faut des fonds pour démarrer. Mmh. Parce que les formateurs, quand ils viennent, ils vont pas être bénévoles pendant des mois, hein. Si tu OK. vois ce que je veux dire. Ouais. Il faut acheter du mobilier, il faut pouvoir investir et il faut pouvoir payer. Voilà, Yes. simplement. OK. Bah, tu peux nous peut-être tu peux nous nous parler un peu de et donc ça t'a pris quoi, 2 ans au moins dans le Calliope à l'avoir? Non, le Calliope, bah, au début, on était essentiellement centré sur les prépa Sciences Po, donc là, on n'en avait pas besoin. Mmh. Du moment où on s'y est mis, la première fois, c'était en 2019, 2020. Ouais, ça nous a mis, enfin, ça nous a pris, pardon, alors on va dire 12 mois, ouais, une petite année. Ouais. Ouais, mais Aujourd'hui, 2 quand ans je crée une structure, entre le départ et ouais, je veux dire entre le départ et c'est ça, le 1er, ouais. Ouais. Mais tout à maintenant quand fait. tu crées une Mais structure, ça va aujourd'hui, plus quand, vite. quand je crée une structure, c'est ça, ouais, ça va beaucoup plus vite. Ouais. OK, ouais. Et tu arrives du coup à être tout de suite Calliope dans ta nouvelle structure et avoir les fonds, publics dès le départ? Maintenant sur des nouvelles structures? Non, alors si on crée vraiment une nouvelle structure, ça se fait, disons que le label Calliope ne s'obtient pas du jour au lendemain. Il faut quand même, repasser par toutes les étapes. Mais quand je te disais que ça prenait moins de temps, c'est parce que les process maintenant je les maîtrise. Mmh. Forcément, je connais les services. Alors aucun passe-droit bien évidemment, Mmh. hein, loin de là d'ailleurs, hein. Mais disons que par rapport à quelqu'un qui démarre, et qui n'y connaît pas grand-chose, s'il travaille avec moi par exemple, bah, moi je lui fais gagner, 10 mois. Yes. OK, Mmh. trop intéressant et du coup, tu peux nous dire, à ton avis, c'est quoi qui est le plus compliqué dans ton business? C'est, trouver les élèves, trouver les formateurs, trouver les locaux, gérer, l'État? C'est quoi le plus compliqué? C'est quoi le qui fait que le business, il fonctionne ou Wouah! non? Un peu de tout. Ouais. Alors un peu de tout. Alors effectivement, trouver les élèves. Oui et non. Alors ça dépend sur quelle formation on se positionne. Si maintenant on va sur du public, du post-bac, par exemple, un BTS, on arrive à sourcer assez facilement sur Parcoursup. Donc nous, les élèves nous contactent assez facilement. Après, si on parle d'apprentissage, parce qu'on est aussi Mmh. positionné sur l'apprentissage en tant que CFA, l'élève va devenir 100% étudiant de notre structure quand il aura trouvé une entreprise ou quand nous, on lui aura trouvé une entreprise. Mmh. Ça, c'est déjà une vraie difficulté. Voilà. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il Trouver y a des pas alternances, mal quoi. d'aides de l'État. Ah ouais, ben aujourd'hui, c'est Mmh. vrai, malgré les aides de l'État, c'est-à-dire parce qu'il y a une incitation financière à destination des employeurs pour qu'ils recrutent de 5 000 euros sur un an. Pour les employeurs, il y a des exonérations très fortes de cotisations sociales, de charges patronales. Mais malgré ça, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'apprentis en quête d'un employeur que d'emplois en apprentissage de disponibles, hein. Ça, c'est déjà une première difficulté.
Après, effectivement, les locaux, bien sûr, on est ERP, donc établissement recevant du public. ERP, PM, accessible PMR aussi, personne à mobilité réduite. Donc là aussi, il faut qu'on puisse faire les choses dans l'ordre et correctement. Et on se fait contrôler, même régulièrement, par les différents services de sécurité pour voir si on travaille correctement et si on accueille nos élèves dans de bonnes conditions. Après, pour les salles, puis après, les salles de cours aussi, elles doivent être suffisamment spacieuses. Chez nous, on considère qu'il faut à peu près, dans une salle de classe, 2 mètres carrés par étudiant. Yes. Et c'est ça, et contrairement à peut-être, tu vois, le siège d'une société où tu te dis: «Bon, bah, je vais pas au pire, je vais avoir 2 fois plus d'employés». Toi, bah, tu signes des baux, je pense que c'est sur 9 ans. Sauf qu'en fait, tes élèves, ils t'ouvrent une nouvelle formation. Enfin là, déjà je sais pas, tu le nombre d'élèves, il peut être fois 10, donc c'est super compliqué. Tu dois signer des baux qui sont fermes et en plus, bah, au bout d'un moment, tu as plus de place, quoi. Donc c'est yes. Et tu peux nous raconter, juste un peu comment ça se passe avec l'État, les paiements? Parce que du coup, je pense quand tu étais école privée au début, là, c'était plutôt simple parce Mmh. que tu recevais l'argent assez vite et après tu payais les Ouais. profs. Et maintenant, c'est dans l'autre sens. Je pense que tu payes d'abord les intervenants et ensuite tu es payé par l'État. Ils payent à combien de temps? Est-ce que tu arrives à les joindre facilement, quand il y a du Ouais. retard? Voilà, comment ça se passe un Ouais. business avec l'État? Ouais, alors comment ça se passe? En fait, sur le volet apprentissage, nous et formation, professionnelle dans les entreprises, on est, rémunérés par les OPCO. Donc ce sont des opérateurs de compétences. En réalité, ce sont pas vraiment des fonds étatiques, c'est les cotisations, des entreprises qui vont venir alimenter, le fonds des OPCO destinés à la formation professionnelle et dont l'apprentissage. Mais c'est l'État qui contrôle. C'est l'État qui impose aussi le rythme des paiements, aux CFA et aux organismes de formation comme les nôtres. Son la règle, elle est simple. Quand nous, on a un accord de prise en charge, pour un étudiant, sur une année, on est payé 3 fois. Voilà, on est payé en 3 fois, 40%, 30%, 30%, avec un calendrier bien précis, jamais avec les mêmes dates. Donc ça apporte de la complexité à la complexité. Il faut être très, très vigilant là-dessus. Le modèle économique d'un centre de formation peut être très lucratif, mais en revanche, si est très intéressant. Mais en revanche, si maintenant on déconne un peu, c'est-à-dire qu'on suit pas, qu'on oublie de suivre certains dossiers, on le remarque très vite parce que là, ça peut vite fondre. Si tu vois ce que je veux Yes. dire. Ouais. Ouais, parce que toi, tes dépenses, elles sont tout le temps et puis, tu payé que 3 fois et pour peu que le dossier soit perdu un peu. Mais l'État, par contre, je pense que dès lors que tu as la prise en charge, il paye toujours, mais juste parfois avec, du délai Ouais. du délai, quoi. Voilà. Mais in fine, les OPCO sont des bons payeurs, mais c'est vrai que ça, c'est une difficulté parce que Mmh. les délais sont très longs. Les délais d'instruction des dossiers, t'en parles pas. OK. Mais en tout cas, une fois que c'est instruit, que le volume d'étudiants est là, après, c'est du bonheur, quoi. Yes. OK. Et juste pour les donc là, tu avais parlé des étudiants, comment ils viennent via Parcoursup, par exemple? Et pour, Mhm. les professionnels, eux, enfin les adultes, tu dois les démarcher ou c'est les OPCO qui vous les envoient? Ou comment ça fonctionne? Non, non, non. Alors, j'ai un service commercial où j'ai une personne qui bosse à temps plein sur, on va dire, sur l'entretien des relations avec nos entreprises. Nous, on arrive à faire coup double. C'est-à-dire que sur le volet apprentissage, effectivement, nous, on est en contact permanent avec quasiment 200 entreprises. Et ces mêmes entreprises-là, et d'autres encore, on identifie aussi des besoins d'amélioration continue, pour de la formation continue en entreprise. OK. C'est comme ça aussi qu'on travaille avec Donc vous avec eux. placez des alternants et en même temps vous formez les salariés Oui, de la même entreprise? voilà, et Ouais. pas que. Voilà, et pas que, Yes. mais oui, effectivement. OK, ouais. Trop bien. Bah, écoute, je pense un point qui est intéressant, c'est on peut parler de ta structure à La Réunion. Donc toi, tu es réunionnais d'origine. Très belle île, hein. J'y étais il y a pas si longtemps et puis, j'espère bien y retourner un de ces jours. C'est clair. Comment tu gères un peu, bah, un business à 10 000 kilomètres de là où tu habites? Bon, l'Alsace, c'est mieux, hein, regardez, hein, Mickaël, il est Ouais, réunionnais et puis il habite en Alsace, hein, mais quand même.
Il y a certains mois de l'année, on est mieux à La Réunion. Yes. Ouais. Ah, mais effectivement, en fait, la Réunion, c'est un vrai défi entrepreneurial parce que, comme tu l'as dit, là, je suis à 10 000 kilomètres. Ah, c'est un attachement aussi personnel de par les origines de mes parents. Euh, c'est très intéressant parce que, évidemment, culturellement, territorialement, c'est vraiment, vraiment, vraiment pour le coup différent de l'Alsace. Euh, Là-bas, on va dire, au départ, la difficulté, ça a été de trouver une équipe solide, des personnes de confiance. Et aujourd'hui, là, j'ai eu la chance d'identifier une responsable de site qui nous gère le campus Réunion d'une main de fer, et on a réussi à construire un campus, un petit campus. La Réunion, ça reste petit, hein. Il y a quoi? Hmm. On a à peu près 40 étudiants. Ça reste petit, un peu moins. Mais on a de l'ambition pour se stabiliser au minimum et pour grossir un peu. Voilà. Mais entre La Yes. Réunion et Mulhouse, aujourd'hui, on est à peu près, en direct et indirect à une soixantaine de collaborateurs. De collaborateurs. Ah ouais. Ouais. Donc, ça Voilà, fait du monde. direct et indirect, hein. Là, je Ah, parle de formateurs et de salariés, hein. yes. Ok. Et, bah, en fait, c'est un peu comme l'immobilier quand c'est loin, quoi. C'est sûr qu'il faut trouver le bon, Ouais. le, Ouais. les bons contacts. Et une fois que tu les as, faut pas les lâcher. Par contre, je pense que, enfin, tu pourras me dire, du coup, il y a moins de concurrence quand même à La Réunion, non? Enfin, les élèves, ils ont moins, enfin, ils peuvent aller moins loin. Du coup, il y a moins Ouais. de structures. Euh, ouais. Donc, Alors, la Réunion, en termes de superficie, c'est à peu près grand comme le Haut-Rhin. Le Haut-Rhin, de mémoire, c'est 600 000 habitants. La Réunion, on est à plus de 800 000. Je crois qu'on frôle les 900 000, hein. hmm, Je m'excuse auprès de tous les Réunionnais si je me trompe. Mais en tout cas, je dois pas être loin. Il y a beaucoup de monde. Il y a aussi beaucoup de motivation. Alors, beaucoup de motivés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'élèves qui veulent étudier et rester sur leur territoire. Et bien entendu, que ce soit des métropolitains ou des Réunionnais, ils ont vu qu'il y avait vraiment un marché à prendre dans la formation. Il y a quand même pas mal d'écoles qui se sont créées. Tout ça pour te dire, j'ai été un peu long pour dire ça, mais ouais, de la concurrence, il y en a beaucoup. Je dirais même que proportionnellement au Rhin, à l'Alsace, je dirais qu'il y en a même plus, hein, en ok. réalité. Ouais, Ok, d'où ouais, la nécessité de... Et puis du coup, tu dois y aller, tu y vas, je sais pas, au moins 3 fois par an, quoi, pour gérer un peu ouais, à le... peu près. Ouais. C'est comme J'y vais quand vous pour avez les des... événements, notamment les salons, quoi, les salons étudiants, par Yes, exemple. yes. Et voilà, ça tu peux... Comment passer des billets d'avion pour la Réunion en charge? Ouvrir une structure, mais bon, ça va vous faire des nœuds au cerveau, hein. Ok. Et du coup, bah là, tu t'es associé maintenant avec pas mal de personnes. Donc, il y a l'école dans l'automobile. Il y en a bah, déjà aussi ta structure. Tu peux nous dire un peu les associés, comment tu les as trouvés, comment tu fais la répartition du capital et puis surtout des rôles. Qui fait quoi? Ouais, alors effectivement, donc aujourd'hui, moi j'ai quelques structures dans certaines, moi je suis associé unique, notamment au niveau de la holding. Dans d'autres, bah oui, j'ai des partenaires. On se répartit les rôles clairement, hein. Chacun sait ce qu'il a à faire. Moi, pour ma part, je privilégie une gouvernance souple, mais comme très rigoureuse, parce qu'on peut de là on peut perdre en fait notre label Calupi, donc faire très attention. Sur l'ESPA, on est trois associés où moi je suis plus dans l'opérationnel, les autres sont plus des associés institutionnels. Voilà. Euh, Sinon, sur les autres structures, on est quasiment tous sur l'opérationnel, notamment sur celle spécialisée dans le management du sport et sur l'école de vente automobile GT24. Ok. Pour le coup, Et mon ça, associé, lui, est un grand passionné de voiture. ouais, voilà, c'est ça. Du coup, Ouais. eux, ils ont plutôt la compétence de la discipline et toi de la formation. C'est ça à peu près C'est ça. le... Yes. Exactement. Ouais. Exactement ça. Et est-ce que avant de t'associer, tu leur as dit un peu combien de temps tu allais passer sur le projet, tu vois, parce que est-ce que
tu vois, je sais pas, est-ce qu'ils ont d'autres activités? Est-ce que c'est la seule? Donc, est-ce que tu as dit, OK, ça, je m'y consacrerai, je sais pas, un jour par semaine? Ou comment t'as un peu défini ça pour, souvent les bonnes relations entre associés, je pense, la base, c'est que ce soit clair, quoi, que peu Oui. importe qui fait quoi, mais il faut que ce soit clair. Ouais. Bah, je vais te donner l'exemple de GT24, donc Mmh. l'école de vente automobile. Alors, comment ça s'est passé avec Christophe Winkelmüller, donc Christophe, mon associé, donc qui lui, pour rappel, hein, c'est le créateur du concept de l'agence automobilière. On travaille ensemble, il travaille avec nous avec l'ESPA. Ça faisait 3 ans qu'il nous prenait des apprentis. Et un jour, on s'est retrouvés autour de la table et on a vu que il y avait très très peu d'écoles, et vraiment très 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 peu de centres en France, presque pas d'ailleurs, qui sont spécialisés sur la vente automobile. On a simplement décidé de s'associer à 50% chacun sur la création de ce centre de formation. Donc moi, mon rôle était clair. Voilà, on fait un cahier des charges hein, pour, c'est ce qu'on dit, hein, les écrits restent, hein, les paroles s'envolent. Un Mmh. cahier des charges où les rôles sont clairement répartis. Donc moi, j'ai créé tout le centre de formation d'un point de vue administratif et après pédagogique. On a recruté un responsable pédagogique, les formateurs, par exemple, là, on a privilégié des personnes qui c'était assez difficile à trouver en vrai, des formateurs qui sont qui ont la casquette de formateur et qui en même temps ont la casquette de professionnel dans la vente automobile. Euh, Après pour les autres structures, on a fonctionné de la même manière. C'est ça, OK, ouais. Donc une compétence, formation et Ouais. une compétence, métier. Yes. Est-ce que tu peux nous dire, parce que je sais que tu as testé pas mal de moyens de communication pour tes écoles. Est-ce que tu peux nous dire ce qui a fonctionné ou non? Je sais que tu es passé à la radio, tu es passé dans les journaux, tu as des réseaux sociaux, tu as des réels, tu as aussi des super, caméramans et monteurs vidéo. Voilà, qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui a pas marché? Est-ce que parfois tu as évité, je vous donne un truc qu'un un très bon ami à moi a fait et puis tu me diras. En fait, il est naturopathe et un magazine bien connu l'a contacté pour, pour qu'il faire de la pub dans ce magazine. Et Mhm. lui, en fait, il lui a donné un exemple d'une pub qui avait déjà eu lieu dans le magazine. Et lui, il a fait quoi? Il a appelé la pub. En fait, c'était un exemple déjà publié. Et puis, la dame de l'autre côté, elle a dit, oh, j'ai eu zéro résultat, en fait, avec cette pub que j'ai payé à 900 euros ou je sais pas quoi. Donc, c'est pas la peine d'en faire. Donc, ouais, tu peux nous dire un peu les pubs, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas fonctionné? Ouais, alors, donc ouais, effectivement, on a fait un peu enfin, on a fait une campagne radio. Alors, ça n'a pas du tout fonctionné. Ouais. Alors, Pourtant, c'est local, quoi. Les radios, on se dit, ouais, c'est un truc. ouais, mais je pense qu'on avait fait une erreur de stratégie à l'époque parce que on avait dans cette campagne-là, on avait ciblé les futurs bacheliers. Et je me suis très vite rendu compte que voilà, les futurs bacheliers en fait n'écoutent plus la radio. Ouais, ils écoutent du Deezer, du Spotify, Ouais. ils écoutent la musique en ligne. Non, ça a pas fonctionné. Alors peut-être maintenant avec le recul, si on devait faire une campagne radio sur la formation professionnelle en entreprise, là oui, je pense que ça marche. Après, moi qui suis chef d'entreprise, j'écoute aussi la radio le matin, donc ça, effectivement, donc ça peut Mhm. peut-être fonctionner, quoi. Voilà, là-dessus. Et Après, c'est cher? C'est cher la radio? J'ai aucune ouais, idée. ouais, Ouais. ouais, 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 c'était cher, hein, c'était cher. Écoute, mais moi, bah, encore, on m'a fait un prix, selon leurs dires. Voilà. Voilà. Écoute, ça avait dû me coûter, écoute, peut-être raconter des bêtises que ça remonte maintenant. Mais surtout au début, pour moi, c'est très cher, ça avait dû me coûter peut-être 1500, 3000 euros. Ok. Ouais. Pour zéro résultat. Voilà. Yes. Ok. Et, et les autres, du coup, les journaux? Journaux, ça fonctionne bien, non? Enfin, en fait, toi, après, tu sais jamais si tu dois si ton client, c'est l'élève ou le parent, en fait. C'est ça qui est un peu dur, je pense, Ben, les pour deux. les. Ouais, En ouais. fait, les deux. Ouais, les deux, Ouais. parce que il faut effectivement convaincre l'étudiant de venir, mais le parent reste quand même extrêmement influençable hein, Hmm. sur leurs enfants. Et c'est vrai que la presse locale, les journaux, ça marche plutôt bien parce que ça apporte du crédit, ça Mhm. apporte de la légitimité.
Après, ce qui a bien aussi, ce qui a bien marché, ça a été aussi les campagnes d'affichage dans le centre, dans les centres-villes et en périphérie. C'est un peu à l'ancienne. Mais Mhm. ça, par contre, ça marche bien parce qu'effectivement, quand on fait des portes ouvertes, quand on va dans le salon, on a des retours. Ah, bah, on nous dit, bah, on a vu votre école en ville, on a vu Mhm. votre école sur un parking d'un centre commercial, par exemple. Et ça fait 4 ans qu'on réitère l'opération tous les temps. Et ouais, non, ça c'est vraiment bien. En tout cas, pour une école, cette campagne publicitaire fonctionne bien. Et c'est comme quand vous vendez une voiture, parfois on le met Ouais. sur tous les sites, alors que ça marche bien de juste la mettre dans une rue passante. Enfin, moi, je l'ai déjà fait avec des voitures. Et puis tu mets juste une pancarte à vendre, le prix. Puis, bah, comme Ouais. ça, les gens ils voient directement la voiture et puis tu es tout seul, t'as pas de concurrence quoi. À ce point précis, c'est pas comme sur le Bon Coin où tu peux voir 30 voitures à vendre en une minute quoi. Yes, ok, bon conseil. Ouais. Et les réseaux sociaux, t'as l'impression que c'est important, c'est pas important? Ah, c'est très très important les réseaux sociaux. Ah, En tout cas pour nous, très important. Alors c'est marrant parce que pour les entreprises avec qui on bosse bah, beaucoup, ils sont davantage sur Facebook, voilà, LinkedIn forcément. ouais. Les jeunes étudiants, quand je parle de jeunes, ça va de 17 jusqu'à même 40 ans. On a des élèves Mhm. parfois qui ont 40 ans aussi. Beaucoup sont sur Instagram. On est présent nous sur tous les réseaux. J'ai la chance d'être entouré d'une équipe de communication en béton. Pourquoi? Parce qu'en fait, je lésine pas sur les moyens, sur la com, hein. Je trouve que la com, c'est comme l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre Ouais. aujourd'hui. Hem Et effectivement, vu qu'on communique beaucoup, ça m'a permis aussi de travailler, en fait, ça fait 2 ans que je travaille avec une agence de communication, OneCom, qui est aussi dans le Rhin, qui assure toutes nos vidéos, nos photos. On a une community manager, etc. On est bien organisé, bien présent, Mhm. et je sais qu'on a une équipe qui s'éclate. Hein, ça c'est le maître mot. Ils font pas mal de vidéos sur Instagram qui buzzent de temps en temps avec parfois quelques dizaines de milliers de vues. C'est assez sympa. Yes. OK et là, tu vois les retours? Ouais, Tu vois le ouais, ouais, clairement. Ouais, ouais. Puis OK. même chez nous, les élèves se prêtent au jeu aussi, hein. D'ailleurs, petite anecdote, chaque campagne d'affichage qu'on fait, à chaque fois, ce sont nos étudiants qu'on met sur les affiches. Alors c'est important parce qu'on veut humaniser le message en disant, ben voilà, vous venez étudier chez nous, tu as fait ce diplôme-là, tu as fait ce bachelor, et ben tu Mmh. vas devenir community manager parce que tu as fait le bachelor communication ou le bachelor projet, chargé de projet événementiel. OK. Yes. Trop intéressant et du coup, le futur, je pense que là, on a fait un bon tour du présent. Le futur, tu veux grossir, tu as assez de personnes, comment ça se passe? Ouais, alors effectivement, à travers le groupe, ce qu'on veut nous, c'est continuer à nous développer. Voilà. On a un maître mot nous dans nos groupes, c'est-à-dire dans nos salles de classe, c'est de rester à taille humaine. Pour nous, il est hors de question d'avoir des groupes de 35 élèves, ça on veut pas. Hein. Mmh. On privilégie plutôt d'être aux alentours de 15-20 maxi. Mais n'empêche, on a quand même pour ambition de pouvoir s'étendre en, en allant sur des pans de formation où la demande est là, où il y a du concret, où on se repose un peu les manches pour pouvoir créer, inventer, Yes. à travers certaines formations. Yes. Il y a des projets confidentiels, bien sûr, mais qui sont Ouais, dans voilà, dans exactement. Je ne dis pas dans tout, bien sûr. dans Ouais, les tuyaux. OK, bah, ouais. écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Félicitations en tout cas. Est-ce que tu as Merci, merci Thibaut. un petit mantra, est-ce que tu vois un petit conseil à quelqu'un qui bah, peut-être voilà, qui serait un peu qui voudrait reprendre ses études, mais qui se dit que c'est pas possible ou alors pour lancer, un petit conseil, ouais, que tu pourrais nous partager? Ouais, un petit conseil, évidemment, c'est sinon, si on a envie de reprendre ses études déjà, faites-le. Hein, faites-le. Il faut se mettre aucune barrière. Il faut quand même savoir que quand j'ai voulu reprendre mes études, quand j'ai voulu travailler à des postes à responsabilité, à chaque fois, je lui dis bien, à chaque fois, on m'a dit non. Voilà.
tout le temps, ça a été non. Tu peux pas reprendre tes études, et tu peux pas occuper ce poste, comme si je manquais tout le temps de légitimité. Et donc, pour en arriver là aujourd'hui, j'ai dû tout créer. Voilà, j'ai dû tout créer. Je recrute aussi des personnes aujourd'hui qui ont des parcours peut-être un peu similaires aux miens, où la motivation, l'envie va venir, ouais, va être sur le toit va être sur le toit de leurs envies. Mais en tout Mmh. cas, ouais, moi j'ai une citation qui me vient en tête, c'est il y a que les combats qu'on mène pas qui sont perdus d'avance. Voilà, donc Yes. faut y aller. Allez-y. OK. Et tu dirais, tu vois, parce que là, maintenant, tu es Mmh. entrepreneur, en gros, tu aurais pu Ouais. faire ça sans études. Est-ce que tu dirais que, enfin, théoriquement, tu vois, est-ce que tes Mmh. études, elles t'ont quand même aidé à refaire? Tu referais des études ou tu lancerais direct, la structure? Non, non, je referai des études. Moi, ça m'a vraiment apporté certaines bases que j'avais pas. Bah, Mmh. quand je suis passé par Sciences Po, ça m'a permis de comprendre un peu comment est structurée notre L'économique et tout. société. Ouais, Mmh. d'un point de vue économique, juridique, etc. En Alsace, de par ma formation en master en management de projet, moi, ça m'a permis de me structurer dans mes projets, notamment dans la création d'entreprise. Mmh. Mmh. Non, non, moi, je jetterai rien, je recommencerai tout s'il le fallait. Yes. Et après, bah, faut le dire quand même, en France, beaucoup de gens parlent d'entrepreneuriat et tout ça, mais en tout cas, moi, d'un point de vue immobilier, Mmh. plus tu fais des bonnes études, plus tu gagnes, plus tu Mmh. peux, t'endetter en général. Et donc, Bien sûr. si vous voulez acheter, de l'immobilier, c'est quand même, le meilleur moyen, même si bon, après, il y a des études qui sont plus rémunératrices que d'autres et il faut bien les choisir comme un peu tout, mais voilà, ça reste quand même utile et puis ça développe le cerveau, hein, mine de rien, pour le reste. Bah, écoute Mickaël, ça m'a fait, trop plaisir. Bah, nous, on se voit, ce Plaisir week-end, hein, partagé, Thibaut. pour rien Ouais, vous cacher. Ça fait plaisir d'avoir, la famille et puis, bah, on enregistrera sûrement d'autres épisodes avec des structures encore plus grosses. Félicitations pour le parcours et puis à très bientôt. merci. Merci, Bye Thibaut. bye. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. Une source de motivation, un bon coup de pied pour, nous faire avancer. J'espère en tout cas que ça a été, l'effet, sur vous. Félicitations encore à Mickaël pour son parcours. Je vous le rappelle, si vous voulez acheter des biens sous le prix du marché, des biens qui s'autofinancent, des biens avec des plus-values, potentielles ou du cash flow, eh ben, vous pouvez aller sur mon site grosbillet.com/négo, lien dans la description. Et si vous le souhaitez, vous pouvez prendre 20 secondes pour remplir un formulaire. Ça prend 20 secondes, pas plus, qui est aussi dans la description. Et comme ça, je peux voir comment est-ce que je peux vous aider dans votre quête de gros billets, comment faire grossir votre patrimoine. Je vous laisse avec la petite phrase de Dominique Toretto. On se retrouve la semaine prochaine pour ce qui sera très probablement le dernier épisode de l'année avant l'été. Et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos gros billets. À très bientôt. Bye bye. Money will come and go. We know that. The most important thing in life will always be the people in this room. Right here. Right now. Salute, mi familia. Salute.